le cerveau humain n'est pas un métronome. Pas du tout, en fait. Ah non, c'est clair. L'informatique classique, elle, par contre, est complètement obsédée par la régularité. Ouais, un cliquetis parfait, rigide, tu vois le genre, où l'information est traitée par des zéros et des 1 qui s'alignent bien sagement à chaque cycle d'horloge. C'est prévisible, c'est ultra stable. Voilà. Mais la biologie opère plutôt... Enfin, c'est un peu comme une jam session de jazz improvisé, quoi. Tout repose sur le tempo, l'espace entre deux sons, et le moment microscopique où une note est jouée. Absolument. Et c'est justement ce fossé monumental entre la rigidité de la machine et la fluidité temporelle de la biologie qui nous amène à notre exploration d'aujourd'hui. Une exploration assez fascinante, pour le coup. Très bien. On plonge en profondeur dans une étude technique de 2002. Elle s'intitule Pulsed Neural Networks and Their Application. C'est signé Daniel R. Kunkel et Chad Merrigan de l'Institut de technologie de Rochester. Le fameux RIT. C'est ça. Et la mission de cette analyse, c'est vraiment de comprendre comment les réseaux de neurones dits de troisième génération ont tenté de casser ce moule binaire. Ouais, l'idée, c'était pas de faire des calculatrices qui comptent juste de plus en plus vite. Exactement. Le but, c'était de concevoir des architectures capables de comprendre le rythme, le temps absolu, tout ça pour éviter la surcharge d'infos et frôler la vitesse incroyable de la nature. Et c'était un sacré défi en 2002. D'accord, décortiquons un peu tout ça. Qu'est-ce qui cloche exactement avec l'approche traditionnelle? Tu sais, celle qui fait tourner les algos d'aujourd'hui au point qu'on ait besoin d'une troisième génération? Le problème fondamental vient de notre dépendance historique à ce qu'on appelle le codage par taux, ou le rate coding en anglais. Ok, c'est-à-dire? En gros, dans les modèles classiques, si le système veut évaluer l'intensité d'une info, il observe un neurone pendant une certaine fenêtre de temps et il compte bêtement le nombre de fois où il s'active. Il fait juste les comptes, quoi. C'est ça. S'il tire, disons, 50 fois en une seconde, on se dit que l'info est forte. S'il tire 5 fois, elle est faible. C'est un paradigme uniquement basé sur la moyenne. Donc on perd toute la subtilité. Totalement. Toute la nuance temporelle, le moment super précis où chaque décharge a eu lieu dans cette fameuse seconde, est complètement écrasé, lisse, juste pour obtenir un chiffre unique. Ce qui nous amène directement à ce fameux mur biologique décrit dans l'étude. Parce que attendre pour calculer une moyenne, ça prend du temps. Et la nature n'a pas ce luxe, ouais. Exact. Les auteurs parlent d'une observation neurophysiologique qui détruit littéralement l'idée que notre cerveau utilise ce système de moyenne. Dans le cerveau des primates, la reconnaissance de stimuli visuels très complexes se fait en seulement 100 à 150 millisecondes. C'est fou quand on y pense. C'est une fraction de seconde pour une tâche vraiment titanesque. La lumière frappe la rétine, le signal est encodé, transmis, traité. Vous pouvez identifier un visage ou pire un prédateur. Et le truc, c'est que ce processus traverse environ 10 couches distinctes de traitement neuronal. 10 couches en 150 millisecondes maximum. Voilà. Et mathématiquement, si on divise ces 150 millisecondes par les 10 couches, le calcul est impitoyable. Il reste environ 10 millisecondes par couche pour traiter l'info et la passer à la suivante. Et 10 millisecondes, c'est rien. Si on part du principe qu'un neurone biologique hyper rapide a une fréquence max autour de 100 Hz, ça veut dire qu'il tire au mieux une fois toutes les 10 millisecondes. Et c'est exactement là que le rate coding s'effondre. Il peut pas faire de moyenne sur un seul tir. C'est impossible. Tu peux pas calculer une moyenne de décharge quand le neurone n'a le temps matériel de tirer qu'une seule fois. Parfois même, il tire pas du tout. Ouais. Si le système visuel du singe attendait d'avoir compté 10 décharges pour être sûr du signal, le prédateur l'aurait déjà mangé. C'est clair, la reconnaissance prendrait des secondes entières. Donc la nature n'utilise clairement pas une moyenne statistique pour traiter l'info visuelle rapide. C'est comme essayer d'apprécier une symphonie en se basant uniquement sur le nombre total de notes jouées par minute, tu vois. Ah, c'est une super analogie, ouais. Si on dit juste « Oh, il y a eu 400 notes à la minute », on fait aucune différence entre du Mozart et un bruit de chantier chaotique. La mélodie, l'information cruciale, elle est dans le moment précis où la note est frappée. Et c'est ce vide conceptuel que vient combler cette étude. Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment l'élégance de la solution qu'ils proposent. C'est là qu'entrent en jeu les neurones à impulsion. Les fameux spiking neurons. Voilà, la 3e génération. Au lieu d'envoyer des valeurs continues, ces réseaux communiquent par des impulsions discrètes, des spikes. Un spike, c'est binaire. Ça arrive ou ça n'arrive pas. Il n'y a pas de gros ou de petits spikes. Exactement. Toute l'information réside exclusivement dans la synchronisation de l'événement. On passe d'une économie du volume à une économie du temps.
Mais du coup, affirmer que la biologie repose sur un chronométrage d'une telle précision, ça soulève quand même une grosse question. À quel point un organisme vivant, plein de fluides et de réactions chimiques, peut-il être précis sur le temps? C'est la question que tout le monde se pose. Et l'étude illustre ça avec l'exemple parfait, le système auditif de la chouette effraie. Ah oui, cet oiseau de nuit? Ouais. C'est un chasseur qui repose presque entièrement sur son ouïe pour chasser dans le noir complet. Sur le plan horizontal, elle peut localiser un son avec une marge d'erreur d'à peine 1 à 2 degrés. 1 degré d'erreur sur un cercle complet, Ouais. juste avec un petit bruit de feuille. Et la mécanique derrière ça, elle est purement temporelle. Le cerveau de l'oiseau calcule la différence de temps d'arrivée du son entre l'oreille gauche et l'oreille droite. Waouh! Et pour avoir cette précision d'un degré, le réseau neuronal doit pouvoir distinguer des écarts temporels inférieurs à 5 microsecondes. 5 microsecondes. Moins de 5 millionièmes de seconde. C'est délirant. Le cerveau biologique a donc des horloges internes d'une résolution hallucinante. On est très loin des moyennes grossières de la première ou deuxième génération. Ok, la biologie est capable de miracles chronométriques. Mais transposer ça dans un logiciel, c'est une autre histoire. Comment on modélise mathématiquement ce chronométrage dans un processeur classique? C'est là qu'ils utilisent le modèle intégré-tire ou integrate and fire. On s'éloigne des équations classiques là. Totalement. Le neurone de troisième génération possède un potentiel de membrane. Pour faire simple, imagine un seau d'eau. Ok, un seau d'eau. Le seau se remplit ou se vide selon ce qui arrive des autres neurones. Il est bombardé de potentiels post-synaptiques. Les excitateurs, les EPSP, ajoutent de l'eau. Ça pousse le neurone à réagir. Voilà. Et les inhibiteurs, les IPSP, vident le seau. Ça se passe en temps réel. Dès que l'eau franchit un niveau critique, le seuil de déclenchement, Boum, le neurone émet son spike. il tire et le seau se vide d'un coup. Mais la mécanique qui suit cette décharge est tout aussi vitale, non? Il y a cette histoire de période réfractaire. Un vrai neurone ne peut pas tirer en boucle sans exploser. Il lui faut une pause. C'est indispensable, ouais. Dans le modèle artificiel, les auteurs gèrent ça de façon assez brutale. Dès que le neurone tire, le seuil de déclenchement est instantanément propulsé vers l'infini. L'infini, carrément. C'est la période réfractaire absolue. Comme le seuil est infini, aucun afflux d'eau, même massif, ne peut forcer le neurone à s'activer. C'est une pause obligatoire. Ok, je vois. Ensuite, ce seuil infini redescend progressivement vers sa valeur normale. C'est la période réfractaire relative. Le neurone peut de nouveau tirer, mais il lui faudra un signal beaucoup plus fort parce que le seuil est encore super haut. Et c'est là que le bas blesse en ingénierie, en fait. Simuler un seul neurone, avec des sauts, des seuils infinis qui redescendent selon des courbes. Ok. Mais des millions de ces trucs en parallèle, Ouais, ça demande une puissance de calcul monstrueuse. Les processeurs classiques détestent ce genre de complexité continue. donc il y a eu des compromis, j'imagine. Historiquement, oui. Pour soulager les machines, on utilisait des approximations pour la fonction de réponse. C'est la façon dont un spike modifie le potentiel du neurone récepteur au fil du temps. Il simplifiait la vague, quoi. L'étude décrit 3 simplifications. Le type A, c'est juste une fonction en escalier, une marche carrée. Très basique. Le type B, c'est une rampe linéaire. Et le type C, c'est une courbe décroissante. Mais ça reste un gros compromis mathématique. Sauf que Kunkel et Merrigan, ils refusent ces raccourcis, non? En s'appuyant sur les travaux de Wolfgang Maass. Exactement. Maass a prouvé que la puissance de calcul d'un réseau pulsé vient justement de sa fidélité aux dynamiques non linéaires de la biologie. Rendre la fonction carrée ou linéaire, ça détruit tout l'intérêt. Donc ils ont choisi quoi alors? Ils ont opté pour une modélisation ultra lourde, une onde cosinus étirée, mappée de manière quadratique. Oula, une onde cosinus étirée et mappée quadratiquement. Autant dire un cauchemar à calculer à chaque microseconde pour chaque synapse. Pourquoi s'infliger ça? Parce que ça imite à la perfection la montée lente, le pic arrondi et la décroissance asymétrique des vrais gradients chimiques dans une synapse. Ah, d'accord. C'est pour la précision du timing? C'est ça. Avec ce mappage, la pente n'est pas constante. Ça crée des fenêtres temporelles super riches. 2 spikes qui arrivent avec une fraction de milliseconde d'écart auront un effet totalement différent selon où ils tombent sur cette courbe. C'est un choix radical en fait. Privilégier la qualité temporelle sur la facilité de calcul. Totalement assumé par les auteurs. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que, bon, posséder des neurones temporels ultra réalistes, ça sert à rien s'ils ne parlent pas une langue compréhensible. Comment on code l'information sous forme de temps? La méthode la plus intuitive dans l'étude, c'est le codage par délai. Si tu stimules fort un neurone, son seau se remplit vite et il tire plus tôt.
Donc une forte intensité se traduit par une arrivée précoce du signal. C'est ça. Mais il y a une autre approche détaillée dans la source, c'est le SpikeNet de Simon Thorpe à Toulouse. Ah oui, le codage par ordre de rond. C'est un chef-d'œuvre d'optimisation. Dans ce modèle, le timing exact à la microseconde près s'efface un peu. Ce qui compte, c'est l'ordre d'arrivée. Le classement, quoi. Oui, sur un groupe de neurones, le tout premier qui tire génère son signal, mais en même temps, il balance une onde d'inhibition globale qui réduit le poids des spikes suivants. Donc le deuxième arrivé aura moins d'impact que le premier. Et le troisième, moins que le deuxième, et ainsi de suite. La prime au premier est arrivé. C'est brillant parce que la densité d'informations générée par cette règle de classement est phénoménale. Si on prend un groupe d'à peine 10 neurones et qu'il ne tire qu'une seule fois, Rien que l'ordre dans lequel ces 10 signaux arrivent donne factoriel 10 possibilités. c'est énorme. Et il faut que le réseau apprenne, hein. Comment on fait de l'apprentissage avec du temps? L'étude parle d'apprentissage non supervisé avec les cartes auto-organisatrices de Cohen, adaptées par Ruff et Schmidt. Ça marche comment? C'est une compétition locale féroce. Les neurones luttent pour répondre à un motif temporel. Le neurone qui réagit le mieux s'ajuste pour devenir encore plus sensible à ce motif. Et il écrase les autres en même temps. Exactement. Il envoie des signaux inhibiteurs pour étouffer ses voisins. Il monopolise le motif. C'est sans pitié. Et pour l'apprentissage supervisé? Là, on utilise la plasticité dépendante du temps. Inspirée de la bonne vieille règle de Hebb, les neurones qui s'activent ensemble se lient ensemble. Sauf que là, le ensemble est chronométré. À la milliseconde près. Si le neurone source tire juste avant que le neurone cible doive s'activer, le système se dit « super, c'est causal » et il augmente le poids de la connexion. Et si la source tire après? S'il tire après ou beaucoup trop tôt, le système juge que c'est inutile ou nuisible, il sanctionne la connexion en réduisant son poids. Le réseau sculpte ses chemins en fonction de la causalité temporelle. C'est hyper élégant. Mais l'étude souligne un effet secondaire dramatique. Si un neurone ne reçoit pas de bons stimuli, les algos de pénalité baissent ses poids synaptiques jusqu'à 0. Ouais, il ne peut plus atteindre son seuil, il se tait, et il meurt. Il n'apprend plus rien. Pour contourner ça, les auteurs ont créé un seuil dynamique. C'est comme un étudiant au franc de la classe, tu vois. Ah oui. S'il s'ennuie trop et qu'il participe plus, Exactement. Le prof baisse délibérément le niveau de la question pour le forcer à lever la main et à se réintégrer. cette baisse de difficulté, c'est le seuil dynamique. On abaisse le seuil de déclenchement du neurone silencieux. Et c'est pas juste un petit hack informatique? Non, ça imite l'homéostasie des cellules biologiques. La nature déteste les extrêmes. Un neurone silencieux s'atrophie et un neurone surexcité s'épuise. Donc la biologie vise un équilibre. Oui, souvent entre 30 et 50 Hz. En ajustant sa propre sensibilité, le neurone survit. Le modèle artificiel reprend cet instinct de survie. Ok, donc on a la théorie. Des neurones réalistes, une mathématique lourde, du codage dense, et une homéostasie. Mais il a fallu tester tout ça. Bien sûr. Kenkel et Merrigan ont construit leur simulateur. Ils ont fait un réseau minimaliste. 2 neurones d'entrée, 2 de sortie. Et ils ont testé 3 rythmes d'entraînement. Fréquence, synchronisation stricte et délai relatif. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie une fois l'expérience lancée? Eh bien, c'est un vrai cas d'école. Au début, pendant l'entraînement en direct, c'était parfait. Les neurones de sortie s'adaptaient au rythme, Le succès total. en apparence. Mais au moment de la phase de test, le réveil a été brutal. Ils ont figé les poids, stoppé l'apprentissage et repassé les rythmes. Et là, effondrement total. Qu'est-ce qui s'est passé? Un seul neurone, celui en vert sur leur graphique, s'est mis à réagir frénétiquement à absolument tout. L'autre neurone restait muet. Le réseau ne distinguait plus rien du tout. Le neurone vert a vampirisé tout le réseau. Mais pourquoi? C'était l'équation en cosinus? Même pas. C'était la tautologie du réseau. Il était infiniment trop petit. Avec 2 neurones de sortie, aucune mémoire à long terme n'était possible. Il réagissait juste à la toute dernière correction. Si on l'entraînait sur le rythme A, ça effaçait le rythme B. Exactement. Et comme le neurone vert avait été le dernier à recevoir un renforcement positif, ses poids étaient maximisés au moment où ils ont tout figé. Ils s'activaient au moindre souffle. Ce qui pourrait passer pour un échec cuisant de l'étude. Mais si l'on relie cela au contexte global de la recherche en IA, c'est une leçon fondamentale. Ah ouais? Oui, ça démontre formellement qu'on ne peut pas injecter une telle complexité temporelle dans des petits réseaux de l'ancienne génération. Ces dynamiques ont besoin d'une masse critique. Des milliers de neurones interconnectés pour que le bruit s'annule, c'est ça? Voilà.
Le réseau avait besoin de complexité spatiale pour digérer cette complexité temporelle. Les auteurs assument complètement cet échec apparent parce qu'ils montrent la sensibilité du modèle. Et c'est ce qui rend cette plongée dans un document de 2002 si pertinente pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui. On est pile au point de bascule où les ingénieurs ont compris que l'avenir n'était pas juste de calculer des 0 et des 1 plus vite. Il fallait accepter l'asymétrie et le tempo du monde vivant. Et le truc le plus dingue, c'est l'objectif final que Kunkel et Merrigan s'étaient fixé avec ce simulateur. Oui, leur expérience finale n'était pas du tout abstraite. Ils avaient programmé leur simulateur en liant les neurones d'entrée aux touches d'un clavier d'ordinateur classique, sous Windows. Une frappe sur la touche A déclenche le premier neurone, la touche B le second, etc. Et le but de cette architecture hyper complexe, C'était de tester la biométrie comportementale. ils voulaient voir si ce réseau pouvait reconnaître un utilisateur humain, pas en lisant le mot de passe, mais juste en écoutant la cadence des frappes. La musique des doigts sur le clavier. Ces microsecondes d'hésitation entre l'index et le majeur qui sont propres à chacun d'entre nous. L'IA classique lit les lettres, mais le réseau pulsé, lui, écoute le rythme. C'est poétique, en un sens. Et si on pousse ça jusqu'au bout, on peut imaginer un futur où nos machines n'auront plus besoin de mots de passe. Elles nous identifieront simplement par notre empreinte temporelle. Par le rythme invisible de nos actions. Une vraie symphonie d'impulsions qui prouve, en fin de compte, que nous sommes bien humains.